Bonjour chers étudiants, je m'appelle Ivan Kalia, je suis ingénieur en télécom, certifié Linux Novel et Cisco. Je suis enseignant associé à l'UBS et également je suis enseignant au département génie informatique et de l'école supérieure polytechnique. J'interviens également dans d'autres universités de la place, donc j'interviens également à l'université Allen Diop de Bambey et à l'école supérieure multinationale des technologies et supérieure des télécommunications. Et j'interviens également à l'école supérieure de technologie et de management. Alors je suis censé animer le cours sur le système d'exploitation. Alors, voilà les points sur lesquels nous allons aborder. Donc on va faire une petite présentation des systèmes Unix et Linux. Nous allons voir un peu quelles sont les caractéristiques de ces systèmes. Après, le deuxième point sera consacré au travail en ligne de commande, les modes de connexion. Nous allons également voir les différentes catégories d'utilisateurs. Ensuite, le troisième point, nous allons voir l'environnement bash. Le bash, c'est ce qu'on appelle le chef de connexion. Nous allons voir à partir du bash, nous allons pouvoir exécuter certaines commandes de base. Ensuite, nous allons voir également la gestion des systèmes de fichiers. Et nous allons aborder aussi le point sur la manipulation des fichiers et des répertoires. Enfin, nous allons voir la gestion des processus. Et pour terminer, nous allons voir comment se comporte le shell sous Windows. Alors, pour présenter les systèmes Linux, nous allons faire une petite historique. En partant de l'année 1969, où Ken Thompson et Denny Ritchie ont été les pionniers des systèmes Linux. C'est eux qui étaient à l'origine du développement des noyaux des systèmes Unix. Ensuite, entre 1974 et 1977, le code source d'Unix a été distribué librement aux universités. Donc c'est à partir de ce moment-là que le projet Unix se voit associé, c'est-à-dire soutenu par la communauté scientifique et universitaire. Et ensuite, vers 1994-91, Linus Torvalds, à l'époque c'était un jeune étudiant finlandais, c'est lui qui est l'initiateur du projet de système d'exploitation Linux. Il a pris le code de Unix et il a transformé, il a créé d'autres, il a complété, et pour en faire le nouveau système Linux qui dérive des systèmes Unix. Alors, la caractéristique essentielle des systèmes Linux se repose sur quoi? Ce sont des systèmes multitâches, c'est-à-dire plusieurs programmes peuvent être exécutés simultanément sur un système. Ils sont multi-utilisateurs, ça veut dire plusieurs utilisateurs peuvent se connecter aussi. Et ils sont hiérarchisés, ils sont caractérisés par une arborescence où la racine est symbolisée par un slash qu'on va appeler par exemple le root. Alors ces systèmes utilisent ce qu'on appelle aussi des API, ou bien des bibliothèques, qui vont permettre d'avoir d'autres environnements. Alors, c'est bon? On continue. Okay. Donc, on disait tout à l'heure que les systèmes Linux sont des systèmes multitâches. Donc, la première fonction, leur première fonction, c'est le contrôle de ressources entre plusieurs utilisateurs appelés clients. Les systèmes Linux aussi permettent de définir ce qu'on appelle des ACL pour contrôler les accès aux ressources utilisateurs. Une caractéristique des systèmes Linux est la notion de fichier, qui les distingue des systèmes Windows NT qui utilisent la notion de disque. Alors, vous voyez un peu sur la figure qui se présente, c'est-à-dire c'est comme ça on représente un peu les caractéristiques d'un système Linux. Nous avons d'abord le noyau qui est le responsable de la gestion des ressources du système. Ensuite, après le noyau, nous avons ce qu'on appelle le shell qui est l'interpréteur de commandes. Et nous avons les API. Donc une fois que l'utilisateur se connecte sur le système, il doit exécuter des travaux. Alors, les commandes saisies par l'utilisateur sont exécutées via un shell, qu'on appelle le shell de connexion. Or, le shell, sa fonction principale est d'interpréter les commandes que l'utilisateur saisit au noyau pour pouvoir obtenir le résultat escompté. Alors, donc, nous allons voir l'environnement, c'est-à-dire les commandes de base sous Linux. Dans la syntaxe d'une commande sous Linux, c'est quoi? Nous avons la commande, moins qui précède l'option. Nous pouvons avoir plusieurs arguments comme paramètres à la commande. Donc, exemple. Ici, je veux créer par exemple le dossier DOS1, DOS2, DOS3. Au lieu de faire mkdir DOS1, je reviens encore à la ligne, je fais mkdir DOS2, mkdir DOS3. Je peux exécuter une seule commande pour créer les trois dossiers. Donc, par exemple, ce que vous voyez sur l'écran, mkdir DOS1, DOS2, DOS3.
Donc, il y a 3 catégories d'utilisateurs. Nous avons ce qu'on appelle le simple utilisateur. Et cet utilisateur a des droits limités, il a des droits réduits sur le système. Donc, son prompt est souvent symbolisé par $1. Alors, cet utilisateur ne peut pas exécuter certaines commandes. Donc, il ne peut pas aller dans les tâches d'administration, par exemple la création d'utilisateurs, ainsi de suite. Nous avons aussi le super utilisateur. Donc, c'est lui qu'on appelle le patron. C'est lui qui a le privilège sur tout le système. Alors, son prompt est symbolisé par un dièse. Alors, il y a aussi les comptes de service. Ce sont des comptes qui sont utilisés par les services pour pouvoir lancer les programmes, pouvant servir. Pouvant lancer, c'est-à-dire des comptes qui sont utilisés pour lancer des programmes sur le système. Alors, donc, il est déconseillé pour un débutant d'exécuter des commandes sur le système en utilisant le compte de route. L'environnement dont nous allons voir, l'environnement dans lequel l'utilisateur exécute ses commandes. Donc, l'environnement, l'utilisateur exécute des commandes via un shell. Donc, sous Linux, le shell par défaut, c'est ce qu'on appelle le bash. Donc, le bash signifie bourne again shell. Donc, il permet d'interpréter les commandes saisies par l'utilisateur. Donc, il attend des entrées au clavier sur une ligne appelée l'invite de commande ou prompt à partir de l'entrée standard. Donc, un curseur clignotant indique la position actuelle de votre souris. Alors donc, voilà un exemple par exemple d'un shell de connexion qui se présente à l'écran. Nous avons par exemple, vous voyez que il y a ivan@serveur./home/lpi et puis on finit par $1. Alors, Ivan c'est le nom de l'utilisateur, c'est le nom de connexion ou le login de l'utilisateur. Donc, serveur c'est le nom de la machine. LPI c'est le répertoire de travail dans lequel l'utilisateur se trouve. Le $ signifie c'est quoi? Le caractère de terminaison, c'est-à-dire c'est le prompt de l'utilisateur. Et nous avons quoi? Nous avons aussi, pour le root, si c'était le root, on allait avoir quoi? Le dièse. Alors, donc une fois que l'utilisateur se connecte, c'est pour un usage particulier, soit créer des fichiers, déplacer les fichiers, les répertoires. Donc nous allons voir ce qu'on appelle la manipulation de fichiers et de répertoires. Donc, cette partie, on va appuyer cela par des ateliers qui vont être consacrés à quoi? À la création de fichiers vides en utilisant la commande par exemple touche et vin. Nous allons aussi utiliser la commande mkdir pour créer par exemple des répertoires vides. Alors nous allons voir aussi également si sur un système comment on peut supprimer à travers la ligne des commandes, supprimer un dossier vide ou bien un fichier vide. Nous allons voir aussi la commande mv qui a double fonction ici. Cette commande permet non seulement de faire quoi? De déplacer un fichier d'une source à une destination. Suivant la syntaxe, vous voyez que MV, entre crochets source, espace, entre crochets destination. C'est-à-dire la source donne le chemin de quoi? Le chemin d'accès à la ressource qu'on va déplacer. Et la destination, c'est la destination qui va accueillir la ressource qu'on va déplacer. Voilà, ça peut être un fichier, ça peut être un répertoire. Alors, nous avons aussi l'autre cas d'utilisation de la commande MV, c'est pour le renommage de fichiers et de répertoires. Donc, nous avons, d'après la syntaxe, nous avons MV old name. Old name, ça veut dire quoi? Ancien nom de fichier, ou bien ancien nom de répertoire. Et nous avons new name, c'est-à-dire qui désigne quoi? Le nouveau nom qu'on veut donner. Alors, je dis, bon, MV, mon ancien fichier s'appelait fichier source. Le nouveau nom, je vais l'appeler fichier dest. Donc, je fais MV, fichier source, espace, fichier dest. Donc, tout en sachant que lorsque je précise le nom d'un fichier, le nom du fichier, dans l'emplacement de fichier, je dois connaître l'emplacement exact du fichier de la ressource que je vais déplacer. Alors, donc nous allons voir aussi, quand on parle de gestion de système de fichiers, nous allons voir c'est quoi un système de fichiers. Alors, donc un système de fichiers est une structure de données qui définit les principes et les règles selon lesquelles les fichiers sont organisés et manipulés. Donc, le rôle principal d'un système de fichiers est d'organiser l'espace brut de stockage pour stocker les données. Donc, si vous prenez par exemple un disque dur, le disque dur sous Linux, tout est considéré comme un fichier. Nous allons voir ça plus tard en détail. Alors, lorsque le disque dur, vous avez un disque dur neuf et que vous voulez écrire des données sur ce disque dur, il va falloir organiser ces espaces de stockage. Alors, pour organiser cet espace de stockage, vous avez besoin de faire quoi? De formater cette partition. De formater cette partition par quoi? En utilisant quoi? En utilisant un système de fichiers. Voilà. Donc, voilà le rôle à peu près que joue le système de fichiers sur Linux. Alors, quand on parle de système de fichiers, on a dit c'est quoi un fichier? Alors, du point de vue utilisateur, bien dans le domaine informatique, un fichier est une suite d'octets qui constitue un ensemble cohérent d'informations. Alors, donc, on peut dire que c'est une suite d'octets d'informations. Alors, pour dire simple. Alors, donc pour manipuler les fichiers, on parle de fichiers quoi? De système de fichiers courants. Nous allons voir les différents types de systèmes de fichiers. Donc, nous avons les systèmes de fichiers de type X,
c'est XT2, il y a une erreur là-bas, on va modifier ça tout à l'heure. Ancien système de fichiers des systèmes Unix, hein, qui n'a pas de journalisation. En fait, lorsqu'on parle de journalisation ici, ça veut dire que lorsqu'il peut arriver, lorsqu'il y a erreur par exemple de système, ou bien après un arrêt brutal du système, et lorsque votre partition, c'est-à-dire votre système tourne avec un système de fichiers XT2, vous n'avez pas de traces, c'est-à-dire vous ne saurez pas, vous n'avez pas peut-être quelque part où vous pouvez retrouver les informations suite aux erreurs rencontrées au cours de l'instruction du système. Alors pour améliorer un peu la performance des systèmes de fichiers, donc on a développé un autre système de fichiers qu'on a appelé XT3. Donc le système de fichiers XT3 vient en complément du système de fichiers XT2 en ajoutant ce qu'on appelle la journalisation. Donc si au départ vous avez un système de fichiers qui a été formaté en XT2, donc aujourd'hui vous voulez ajouter la journalisation, vous pouvez ajouter par exemple une option à la commande de formatage du système de fichiers pour ajouter ce qu'on appelle la journalisation. Nous avons aussi l'autre système de fichiers, c'est le système de fichiers XT4. Donc c'est la dernière évolution des systèmes de fichiers. Il vise à pallier les limites de XT3 en termes de taille de fichiers. Alors aussi les systèmes de fichiers XFS, historiquement utilisés sur les systèmes Unix de type IRIX, mais placés sous licence GPL en 2000. Donc ils disposent de bonnes performances ainsi que le support de très gros espaces de stockage. Ok. Voilà. Donc après les systèmes de fichiers courants, nous avons ce qu'on appelle les pseudo-file systems. Donc les pseudo-file systems, c'est ce qu'on appelle les systèmes de fichiers virtuels. Alors, il y a deux systèmes de fichiers virtuels sur le système. Il y a le système de fichiers PROC et le système de fichiers SYS. Donc, PROC, il est monté sur le répertoire /proc. Donc, il permet de visualiser les éléments système liés à la gestion des processus par le noyau. Donc, il permet d'afficher aussi certaines informations liées au matériel. Par exemple, si je veux regarder les informations à propos du processeur, donc je fais quoi? 4 proc CPU info. Voilà. Donc, il y a le système de fichiers SYS qui est monté sur /sys et lui permet de visualiser les éléments système liés à quoi? Au périphérique, par exemple. Voilà. Donc après ces systèmes de fichiers, il faut qu'on voit, on regarde maintenant comment est-ce que l'Unix organise ces fichiers. Alors, on a dit tout à l'heure que sur Linux, tout est fichier. Donc, parce que l'Unix, contrairement à Windows, sa philosophie est basée sur la notion de fichier. Par contre, Windows, sa philosophie est basée sur ce qu'on appelle la notion de disque. Alors donc, dès qu'un périphérique est branché sur un système Linux, l'exploitation de ce périphérique passe par un fichier qu'on appelle le fichier spécial. Donc le fichier spécial de ce périphérique-là est stocké dans un répertoire qu'on appelle dev. Donc c'est le répertoire des périphériques branchés. Alors donc sur l'écran, vous voyez sur l'image, vous allez voir différents types de périphériques. Nous avons des IDE SATA, des disquettes, des USB assimilés à des CKZ. Après, nous avons des périphériques SCSI. Voilà. Donc, pour tout ce qui est périphérique de type IDE, donc, Linux a une manière de les nommer. Donc, il les nomme par exemple quoi? À partir de noyau 2.4, il les nomme des HDA. Donc, HDA, ça veut dire quoi? C'est le premier disque dur qui est branché. Donc, s'il y a un autre disque dur qui est branché, il va prendre quoi? HDB. Alors, mais à partir de noyau 2.6, donc cette nomenclature a changé pour devenir des SD. Donc, si vous branchez à partir de noyau 2.6, si vous branchez un périphérique de type IDE, si c'est le premier périphérique qui est branché, vous allez le voir, il va nommer quoi? SDA, et c'est le premier périphérique, SDB, c'est le deuxième, ainsi de suite jusqu'à avoir le nombre de périphériques branchés. Alors, donc, puisque sur un disque, on a souvent 2 contrôleurs, donc on peut avoir au maximum 4 disques durs. Mais ce qu'il faut comprendre ici aussi, c'est que lorsque vous branchez par exemple un disque dur, c'est une partition en réalité sur le disque qui est utilisé. Voilà. Donc ce sont des partitions qui sont utilisées sur le disque. Donc nous aurons l'occasion par exemple de corriger certains vocabulaires pour dire on ne formate pas vraiment le disque, mais on formate une partition sur le disque. Alors si c'est des disquettes, donc les disquettes sont nommées par exemple quoi? FD0, donc c'est la première disquette qui est branchée. FD1, c'est la deuxième disquette qui est branchée, donc ainsi de suite. Donc si c'est des périphériques de type USB, nous avons quoi? Les SDB. Donc SDB, par exemple, c'est SDB1, c'est le premier périphérique qui est branché. Donc clé USB, je suppose. Donc SDCI, c'est par exemple le deuxième périphérique de type USB qui est branché. Alors pour les périphériques de type SI, donc tout est nommé comme quoi? Comme à partir du noyau 2.6 où on a quoi? Le nomenclature a changé à partir de noyau 2.6 où on a maintenant quoi?
au lieu d'avoir l'ancienne nomenclature avec les HD, nous avons maintenant les SD. Donc SDA, SDB et SDC. Alors, donc, quand on a expliqué brièvement comment ça fonctionne les systèmes de fichiers, donc cette partie, en réalité, création de système de fichiers, comme je mets 2 points, ça veut dire que c'est la commande qui est utilisée pour la création de système de fichiers. Donc cette partie va être réservée à quoi? À un atelier spécifique. Donc à partir de là, on va vous montrer comment créer un système de fichiers, comment monter et démonter un système de fichiers en utilisant les commandes mount et umount, comment partitionner par exemple un disque. Donc je prends un disque que je veux par exemple je vais utiliser, je dis bon je vais réaliser des partitions, je vais créer des partitions sur le disque, je crée des petites partitions en utilisant la commande fdisk. Alors une fois que je crée mes partitions, ou une fois que j'ai créé un système de fichiers et que je veux monter ce système de fichiers sur un répertoire, bon je ne veux pas monter mais je veux formater ce système de fichiers parce qu'il faut bien que je formate le système de fichiers pour le préparer à recevoir par exemple quoi, du contenu, des données. Alors je peux utiliser la commande mkfs. Suivant le type de système de fichiers que je peux utiliser, il y a des commandes spécifiques. Donc mkdfs, ça veut dire que je vais formater mon système de fichiers en utilisant quoi, le système de fichiers de type xt2. Si j'utilise par exemple, ou soit je peux utiliser mkfs.xt2. Voilà. Donc ce sont des commandes qui sont spécifiques à la création de système de fichiers. Mais cette partie, je dis, on va le faire en atelier. Voilà. Donc, voilà quelques exemples. Ça, c'est quelques résultats de capture. Donc, pour créer, par exemple, un système de fichiers, on utilise dev. Donc, nous avons le fichier d'entrée, dev 0, et le fichier de sortie, qui est disque image. Alors, count, c'est quoi? C'est la taille du fichier qu'on utilise. Donc, si on utilise count, bon, on va multiplier par 512 pour avoir quoi, la taille en octet. Voilà. Donc, une fois que j'ai créé le système de fichiers, je peux le formater. Donc, mkfs-t, etc. Ici, je suis en train de formater, par exemple, quoi? Un système de fichiers de type, une partition, par exemple, ce que j'appelle disque image, en utilisant quoi? Un type de système de fichiers spécifique qui est xt3. Alors, l'option T permet de désigner le type de système de fichiers. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai créé le système de fichiers, il faut que je le monte. Alors, je dois le monter à un emplacement. Donc, comme c'est un atelier que je veux faire, je vais créer un dossier quelque part que j'appelle fs, et c'est sur ce dossier que je vais par exemple quoi, monter mon système de fichiers que je viens de formater. Une fois que j'ai créé la partition et que j'ai créé le répertoire d'accueil, je peux maintenant monter mon système de fichiers à l'emplacement. Voilà. Donc, bon, je peux choisir de monter, je dis bon, je fais mount -o. Loop, dev, loop 0, disque image, je vais mettre sur fs. Alors, une fois que le système de fichiers est monté, je peux regarder dans la liste de tous les systèmes de fichiers qui sont montés qui sont actuellement montés. Donc, le répertoire proc-mount contient quoi? La liste de tous les systèmes de fichiers qui sont montés. Donc, j'utilise un cat. La commande cat permet de faire quoi? Permet d'afficher le contenu d'un fichier en sortie standard. Alors, donc, une fois que j'ai monté mon système de fichiers, je peux maintenant l'exploiter. Donc pour l'exploiter, je peux faire quoi? Je peux créer des dossiers. Pardon, je peux créer des dossiers, je peux créer des fichiers et déplacer, modifier les fichiers. Alors, donc je veux dire, bon, moi je dis, bon, comme j'ai créé un dossier fs, je vais modifier l'appartenance du fichier. Je vais le donner par exemple à quoi? Un utilisateur que j'appelle Divine. Alors donc, je la commande change. Donc on va voir la commande change, ça veut dire change owner, quoi. Je change le propriétaire de la ressource. Alors, je change le propriétaire de la ressource, je le donne à qui? À Divine. Ensuite, je dois me connecter maintenant en tant que Divine et je monte quoi? Comme j'avais déjà monté le répertoire, je peux me déplacer au niveau du répertoire et je vais créer quoi? Des dossiers. Donc, toutes ces parties, vous voyez que je monte des points. On va développer ça en atelier pour que ça soit plus clair et plus explicite pour vous. Voilà. Donc, quand j'ai créé la taille, je peux regarder à chaque fois que je crée des ressources, je crée des fichiers ou des répertoires, je peux afficher la taille de tous les systèmes de fichiers sur le système en utilisant quoi? La commande df-h. L'option -h permet d'afficher à l'échelle humaine. Voilà. Donc, une fois que j'ai pu utiliser le système de fichiers, la ressource, bon, je peux libérer. Donc, je fais quoi? J'utilise la commande mount, donc mon pour l'emplacement du répertoire et je fais quoi? Je démonte la ressource, je libère la ressource que j'avais montée. Voilà. Alors,
Donc, pour continuer, comme on a parlé de système de fichiers, nous allons voir quelle est l'arborescence des systèmes de fichiers sous Linux. Donc, l'arborescence des systèmes de fichiers sous Linux est représentée par la figure C. Donc, vous allez voir, au sommet de l'arborescence, nous avons quoi? Nous avons le slash qui désigne quoi? La racine. Alors, en dessous de la racine, nous avons des répertoires par défaut. Par exemple, dev, opt, etc, bin, home. Donc, dans home, je peux créer un utilisateur que j'appelle Ivan et un autre que j'appelle Sam. Donc, home, c'est le répertoire commun à tous les utilisateurs. Donc, chaque utilisateur qui est créé se voit créer un dossier dans le répertoire home. Voilà, dans le répertoire USR, c'est pour ça peut contenir aussi des binaires ou bien ça peut contenir des modules du noyau. Voilà. Donc, à partir de là, comment on peut se déplacer? On va voir, on a vu l'arborescence des systèmes de fichiers, mais comment se déplacer dans l'arborescence des systèmes de fichiers? Donc, nous allons voir ce qu'on appelle la notion de quoi? De chemin absolu et de chemin relatif. Donc, un chemin absolu, c'est le chemin qui part de la racine jusqu'à l'emplacement souhaité. Donc, je veux accéder à quoi? Au dossier, par exemple, cours SE1. Donc, je fais quoi? Or, le dossier cours SE1 est contenu dans quoi? Dans le dossier cours. Le dossier cours est contenu dans le dossier UVS. Le dossier UVS est contenu dans le dossier LPI. Or, LPI, c'est un dossier que j'ai créé dans le répertoire de l'utilisateur Ivan. Donc, je fais quoi? CD, je précise l'emplacement, le chemin complet pour accéder à la ressource, pour accéder au dossier cours SE1. Donc, le chemin relatif, c'est le chemin d'accès à partir du répertoire courant. Exemple, je suis déjà dans le répertoire LPI. Là, si je veux connaître mon répertoire courant, j'exécute la commande PWD. Alors, lorsque je regarde, il va m'afficher quoi? En sortie standard, le chemin du répertoire courant. Je suis déjà dans mon répertoire courant, je fais quoi? Pour me déplacer, je n'ai plus besoin de préciser la racine, le sommet de l'arborescence. Je suis déjà dans le répertoire, ça veut dire que je suis dans la maison. Je n'ai plus besoin pour aller dans une chambre, je n'ai plus besoin de sortir de la grande porte et de revenir dans la maison. Donc, puisque je suis déjà dans la maison, je peux me déplacer et aller dans n'importe quelle chambre. Voilà. Donc, c'est ce qui se dit ici, si je traduis par la notion de quoi? De chemin relatif. Voilà. Donc, pour terminer cette partie, nous allons voir les droits et les permissions sur les fichiers et répertoires. Alors, il faut retenir que chaque fichier est la propriété d'un... Alors, par défaut, la ressource appartient à celui qui l'a créée. Hein? Voilà. Les utilisateurs sont réunis en groupe. Donc, un utilisateur peut faire partie de plusieurs groupes pour chaque fichier et pour chaque fichier. Et spécifier le groupe propriétaire, donc le groupe de celui qui l'a créé. Donc, on distingue trois catégories d'utilisateurs. Ce qu'on appelle le propriétaire de la ressource, le groupe propriétaire de la ressource et les autres utilisateurs. Et les droits du fichier sont définis pour chacun, hein, pour chacune de ces catégories. Donc, nous avons ici, par exemple, donc la commande ID d'abord va permettre de faire quoi? De connaître les groupes auxquels appartient un utilisateur ainsi que les identifiants associés. Alors, pour connaître ces identifiants, on peut utiliser la commande. Bon, sur quel compte on est connecté en réalité? On utilise la commande who am I pour demander qui je suis. Qui suis-je alors? Donc, la commande who am I va vous dire vous êtes connecté en tant que par exemple Bobo ou par exemple Astou. Alors, donc, pour chaque ressource, il y a trois types de droits. Il y a ce qu'on appelle le droit de lecture, donc il y a read, symbolisé par R. Le droit d'écriture, write, symbolisé par W. Et le droit d'exécution, execute, qui est symbolisé par quoi? Par X. Alors, donc, nous allons aussi faire un petit atelier ici pour voir, pour voir comment on peut utiliser ces commandes pour modifier les droits et les permissions sur le fichier et répertoire.